Ardouat à Madame Boson, Monsieur Mediamol à Monsieur Penn et Monsieur Stultz à Madame Skrinsky. Je nomme Madame Boson comme secrétaire de séance. Tous les conseillers municipaux ont dû recevoir donc dans le règlement intérieur qui a été voté lors de la précédente séance du conseil municipal. Et puis, dans les pochettes, la charte de l'élu local, le plan relatif au point numéro 6 concernant la convention avec la CCAM, le tableau des effectifs corrigés du point numéro 9, le tableau des ouvertures de crédit anticipées du point numéro 11, les 2 décisions modificatives du budget communal et du budget annexe pour l'assainissement, au point numéro 12, le plan global de financement actualisé pour le PNU, pour le point numéro 14, le projet de délibération numéro 20 portant acquisition d'une licence 4, et le projet de délibération relatif aux indemnités de conseil allouées aux comptables et au trésor reçus dernièrement. Je tiens à préciser que dans l'ordre du jour pour le point numéro 18, il s'agit bien du chemin Millet et non Migré. Ça n'aura échappé à personne, j'en suppose. Donc point numéro 1, à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2018 et du 17 octobre 2018. Y a-t-il des questions? Monsieur Penn. Oui, je voudrais savoir pour quelles raisons sur les comptes rendus du conseil municipal ne sont pas mentionnés les résultats des votes, ni les votes des personnes qui ont émis des votes défavorables. Mais écoutez, on pourra tout à fait le rajouter. Vous savez que de toute façon, tous les conseils municipaux sont en ligne, donc il n'y a pas de problème pour les rajouter. On les rajoutera dès ces premiers comptes rendus. Je le demande formellement au directeur des services. Y a-t-il d'autres questions? Les oppositions, des abstentions, merci beaucoup, point adopté. Point numéro 2, donc non soumis au vote du conseil municipal, il s'agit des décisions du maire prises en vertu de sa délégation. Pour le coup, il y a la signature d'un contrat avec l'entreprise Mallet et la signature d'un contrat avec l'entreprise APR. Voilà, c'est pour information. Si vous souhaitez plus d'éléments sur ces 2 signatures, je pourrais tout à fait vous faire passer ces éléments. Point numéro 3, il s'agit de la désignation des membres de la commission électorale. Donc, nous avons consulté les différents groupes, ceux qui avaient souhaité avoir un titulaire et suppléant. Et donc, ce que je vous propose d'adopter, c'est la composition suivante. Comme titulaire, Madame Noguer, Madame Carrère, Monsieur Duhamel, pour la majorité. Suppléant, Madame Sandrine Buis, Monsieur Sarrazin, Monsieur Vigneault. Et pour les minorités, en proposition titulaire, Monsieur Mediamol, Monsieur Lestrade. Suppléant, Monsieur Penn, Monsieur Paul. Les observations. Les oppositions. Des abstentions. Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 4, je vais donner la parole à Madame Bajon. Il s'agit du syndicat intercommunal du transport scolaire. Considérant que dans le cadre de la dissolution du syndicat intercommunal du transport scolaire de Vic-en-Bigorre, celui-ci doit procéder à la répartition et au reversement aux communes et RPI membres du solde créditeur inscrit au compte administratif 2018. Considérant que le comité syndical du site ayant décidé lors de sa réunion du 8/11/2018 cette clé de répartition, la part revenant à la commune ou aux communes plus RPI sera d'un montant de 3 689 €. Monsieur le trésorier de Vic-en-Bigorre, Rabastens de Bigorre, comptable de la collectivité, sera chargé d'effectuer les versements. Il est proposé au conseil municipal d'accepter cette proposition, dit que Monsieur le trésorier de Vic-en-Bigorre procédera au versement de la somme de 3 689 € revenant à la commune ou aux communes du RPI. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 5.
Il s'agit de la reprise de la compétence de la communauté des communes du syndicat Val d'Adour Environnement et l'adhésion au SMTD. Je donne la parole à Madame Chartrain. En préambule, je vais rappeler le contexte dans lequel intervient la présente délibération sur l'adhésion de la communauté de communes Adour-Madiran au SMTD, à savoir syndicat mixte de traitement des déchets ménagers 65, au 1er janvier 2019. L'établissement public intercommunal VAE, formé par les communautés de communes Adour-Madiran et les Coteaux du Val d'Arros, s'est substitué par arrêté en date du 17 juin 2005 au SICTOM, c'est-à-dire syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Val d'Adour, créé par arrêté préfectoral le 7 mars 1978. Ce syndicat exerce en lieu et place de tous les adhérents la compétence service de l'élimination des déchets des ménages et déchets assimilés. Il est en outre habilité à exercer la compétence à caractère optionnel du SPANC, qui est le service public d'assainissement non collectif. La CCCVA, ou Communauté de communes et coteaux du Val d'Arros, a délibéré le 22 novembre 2018 en faveur de la reprise de la compétence obligatoire service de l'élimination des déchets des ménages et déchets assimilés à compter du 1er janvier 2019. Et également de la compétence à caractère optionnel du SPANC à compter aussi du 1er janvier 2019. Ce retrait emporte de droit la dissolution du syndicat VAE qui est transféré à la communauté de communes Adour-Madiran et substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et actes de ce dernier. De fait, l'ensemble des personnels du syndicat dissous est réputé relever de la CCAM dans les conditions d'emploi qui sont les siennes, reprend également en régie les services, l'actif et le passif du syndicat VAE dissous au 31 décembre 2018. Par délibération, en séance du 26 novembre 2018, le Conseil communautaire a approuvé l'adhésion de la communauté de communes Adour-Madiran au syndicat mixte de traitement des déchets 65 à compter du 1er janvier 2019 et a approuvé également la formalisation d'une entente avec la CCCVA du Val d'Arros pour la gestion du service public SMTD. Cette délibération est notifiée aux communes afin que ces dernières donnent leur accord dans les conditions définies à l'article L. 5214-27 du Code général des collectivités territoriales comme suit. Je cite, « À moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. Il est proposé au conseil municipal de donner son accord à l'adhésion de la communauté de communes Adour-Madiran au syndicat mixte de traitement des déchets à compter du 1er janvier 2019 pour l'exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi que le traitement des bas de quai de déchetterie. D'autoriser, Monsieur le maire, à mettre en œuvre la procédure permettant de mener à bien ce dossier et dire que copie de la présente délibération sera transmise au président de la communauté de communes Adour-Madiran, M. Frédéric Rey. Merci beaucoup pour cette présentation. Madame Chartrain, y a-t-il des questions? Alors, Monsieur Paul et ensuite Monsieur Hérault. Sur ce vote, on aimerait quand même quelques assurances, à savoir que dans le cadre du SMTD, notre collectif Val d'Adour Environnement, actuellement, je ne vais pas dire est le mieux géré, ce serait mal perçu, mais au moins est celui qui coûte le moins cher pour les adhérents. Donc l'adhésion, nous fait craindre sur le fait de l'avenir, puisqu'en fait,
Aujourd'hui, on avait quand même un regard important sur Val d'Adour Environnement. Demain, sur le SMTD, on ne pèsera plus rien, sachant qu'on est la collectivité, enfin c'est le syndicat, nous sommes le syndicat, enfin nous étions le syndicat qui était le moins cher, même si tous les Vicois trouvent que c'est cher. Nous sommes quand même malgré tout le moins cher, donc demain, le fait d'adhérer au SMTD, ça nous pose pas mal de questions, donc c'est la raison pour laquelle nous nous opposerons. Très bien, Monsieur Hérault. Ouais, merci. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce que vient de dire Pascal Paul, mais effectivement, c'est également notre inquiétude aujourd'hui, à savoir que j'avais posé la question au Conseil communautaire. Est-ce que ce transfert communauté de communes et SMTD derrière aura des conséquences sur les coûts pour les utilisateurs de ce service? Donc aujourd'hui, nous n'avons pas trop de certitude et je rejoins ce qui vient d'être dit à côté de moi. Donc pour ces raisons-là, nous souhaitons avoir quand même des assurances qu'il n'y aura pas d'augmentation. Alors le président avait répondu que non. Je veux bien lui accorder tout mon crédit, il n'y a aucun problème. Mais on restera quand même très vigilant. Et je souhaite que les vice-présidents, entre vous, monsieur le maire, et notre vice-président de la communauté de communes, soient extrêmement vigilants pour que le coût des Vicois ne soit pas majoré dans les mois ou l'année à venir. Je vous remercie, Monsieur Hérault, d'avoir effectivement précisé que la réponse du président de la communauté de communes a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation de coût pour les usagers et de lui faire crédit de sa bonne foi et de sa parole. Monsieur Penn. Oui, je tiens à attirer l'attention de cette Assemblée sur d'éventuelles conséquences que pourrait avoir ce transfert et cette adhésion. Jusqu'à maintenant, la perception de Vic en Bigorre recevait tous les titres émis par VAE. Recevait aussi, traitait tous les titres émis par la commune de Vic au titre des affaires scolaires quand elle en avait encore la compétence. La perception de Vic va donc perdre de ce fait un nombre, les 8 dixièmes des titres qu'elle émettait. On sait très bien que dans le projet de la DGVIP, il y a un projet de regroupement des différentes trésoreries de notre territoire. Donc, il faudra qu'on soit bien vigilant, compte tenu que la trésorerie de la communauté des communes et la trésorerie, c'est M. Azam qui est trésorier qui siège actuellement à Montbourg, qui est trésorier de la CCVM. Donc voilà, j'appelle tout le monde à être très vigilant sur cette baisse et sur les devenirs de la trésorerie de Vic. Vous avez terminé votre intervention. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres appels à la vigilance? Non. Je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté. Point suivant, il s'agit d'approuver deux conventions avec la communauté des communes et je donne la parole à Monsieur Roucault. Vu la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2007 approuvant la convention de mise à disposition d'une parcelle BK 439 affectée au service de la piscine intercommunale, c'est la partie des locaux de la maison Bourdeux. Vu la demande de mise à disposition de la communauté de communes Adourma-Diran d'une partie de la parcelle BK 449 appartenant à la commune de Vic en Bigorre dans le cadre de l'extension des espaces affectés au service de la piscine intercommunale. Vu le procès verbal de la communauté de communes Adourma-Diran de mise à disposition d'une partie de la parcelle entre la commune de Vic en Bigorre et la communauté de communes Adourma-Diran. Considérant que la convention a pour but d'étendre les espaces affectés au service de la piscine intercommunale à une partie de la parcelle BK 439 comprenant l'aile ouest de la maison Bourdeux et un prolongement des espaces verts, afin de permettre d'améliorer le service et de mieux répondre aux attentes des agents avec l'utilisation du rez-de-chaussée de la maison Bourdeux comme cuisine et occasionnellement comme buvette. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition d'une partie de cette parcelle comprenant l'aile ouest de la maison Bourdeux et un prolongement des espaces verts, et autoriser M. le maire ou
ou son représentant a signé tous les actes permettant la formalisation de cette mise à disposition. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Vu la délibération du 5 décembre 2017 de la communauté des communes Adourmadiran actant l'extension de la compétence construction, entretien et fonctionnement des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire à toutes les communes de la communauté des communes à compter du 1er janvier 2018. Considérant l'article L. 1321-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de ses compétences. Considérant que dans un souci de bonne organisation du service, il s'agit au travers de la convention de la mise à disposition de formaliser les termes du partenariat que la communauté de communes Adourmadiran a établi avec chaque commune ayant une école pour l'exercice de la compétence affaires scolaires, péri et extrascolaires à compter du 1er janvier 2018. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition de biens et équipements entre la commune de Vic-en-Bigorre et la communauté de communes Adourmadiran dans le cadre du transfert de la compétence affaires scolaires, péri et extrascolaires, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes permettant la formalisation de cette mutation. Les questions? Les oppositions? Ah, une question? Monsieur Paul, le micro s'il vous plaît. Juste une question. Donc le restaurant scolaire qui se trouve près de la maternelle là-bas, donc du coup deviendrait de fait un fonctionnement de la communauté de communes si demain on avait besoin de louer cette salle, on s'adresserait directement à la communauté de communes pour une animation ou je ne sais pas. Ou est-ce que la mairie resterait l'interlocuteur? De toute façon, la mairie reste un interlocuteur ouvert et on gérerait les choses en bonne intelligence avec la communauté de communes. C'est évident. Donc on s'adresserait d'abord à la mairie, d'accord? On pourrait s'adresser à la mairie ou à la communauté de communes, mais à partir du moment où on travaille en bonne intelligence, ça ne poserait pas de soucis. Ok, merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc c'était la deuxième partie du point numéro 6. Point numéro 7. Donc il s'agit, c'est un point assez formel, nous y sommes engagés parce que Vic a disposé d'une maternité et de ce fait nous devons signer une convention entre le ministère de la Justice, avec le ministère de la Justice et l'Agence nationale des titres sécurisés à propos d'échanges dématérialisés de données d'état civil. Est-ce que vous avez des questions assez formelles, hein? Vous avez des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et nous devons également signer une convention avec l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est en deux temps, en fait. Il faut deux votes. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 8, sur l'assurance des risques statutaires, je redonne la parole à M. Roucaud. Considérant la comparaison entre notre taux d'assurance de la société Gras Savoie CNP, qui est à 0,65%, considérant les taux proposés par le contrat collectif du centre de gestion 65, il est proposé au conseil municipal d'approuver la souscription de la commune au contrat collectif d'assurance statutaire du centre de gestion 65 et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la souscription de cette assurance. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Boiry. Pouvez-vous nous éclairer, nous dire le coût de l'ancien contrat et le coût du nouveau, annuel?
C'est des questions de taux d'intérêt. Ouais. En fait, on a eu un contrat résilié pour un taux de sinistralité trop important en 2017. Donc le nouveau taux qui nous a été proposé de 5,65, on a fait appel à la concurrence et on a trouvé des taux plus intéressants sur notre assurance. Ça veut dire que ça entraîne un coût supplémentaire pour la commune en assurance ou pas? Non, inférieur, c'est tout l'objet de la délibération, c'est pour payer moins. Y a-t-il d'autres questions? Les oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Point suivant, point numéro 9. Il s'agit de la mise à jour du tableau des effectifs. Et je donne la parole à Monsieur Roucault. Les différents recrutements de la collectivité actés lors des derniers conseils municipaux et les départs de certains agents qui sont intervenus ont conduit à revoir complètement le tableau des effectifs. Ce dernier n'a pas été revu depuis 2014. La dernière délibération date de février 2014 et il n'y a eu, par la suite, que des délibérations de création et parfois de suppression des effectifs. Un travail de recherche et de synthèse a été réalisé par les services pour mettre à jour le tableau des effectifs avec une comptabilisation des postes réellement créés et non supprimés. Le même travail a été effectué pour les postes réellement pourvus avec l'intégration des recrutements en cours ou à venir. En outre, certains agents ont aussi réussi des concours et ont bénéficié d'avancements proposés par le CDG 65 qui ont nécessité la modification du tableau des effectifs. Vu le tableau des effectifs de la collectivité, considérant qu'un agent de la commune a été admis au concours de technicien territorial le 1er décembre 2018, considérant la volonté de valoriser les agents et de reconnaissance de leurs connaissances et acquis professionnels, il est proposé au conseil municipal de décider de créer un emploi de technicien territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2019 au sein de la collectivité, autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à la formalisation de cette création d'emploi. Y a-t-il des questions? Alors, Monsieur Paul, je vous donne la parole, le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous pouvez définir le poste exactement dont il s'agit? Monsieur Roucault. C'est un agent, je peux le nommer, non? Non. Ça fonctionne, oui. Ouais. C'est le DST adjoint qui a réussi son DST, directeur des services techniques adjoints. D'autres questions? Monsieur Penn. Oui, une surprise. J'ai eu beaucoup de mal à analyser les tableaux sur le premier document qui nous a été envoyé, sur lequel nous avons pu travailler, ne correspond aucunement au tableau qui nous a été envoyé vendredi soir à 19h57. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des explications sur les différents deltas qui existent entre ces deux tableaux, des temps non complets, des temps complets, les deux emplois en contrat aidé sont affectés à quel service? Je donne la parole à Monsieur Constantin, directeur des services. Alors, pour répondre précisément à la question, donc il a été envoyé dans la notice explicative le dernier tableau que nous avons trouvé, donc qui datait de 2014, comme il est indiqué dans le contenu dans le corps de la décision. Et donc ça nous a laissé le temps de rechercher toutes les délibérations qui ont été prises depuis 2014, donc jusqu'à 2018, puisque nous pensions qu'il y aurait un tableau des effectifs qui aurait été pris avant. Et donc pour répondre aux questions que vous posez, donc par exemple les emplois d'avenir, donc il s'agit, enfin les contrats aidés, il s'agit donc de Michel Fourcade, pour le citer, parce que donc du coup, non mais ce que je veux dire c'est qu'il est il est au service technique, donc il y a effectivement le contenu, le personnel qui est évoqué, il est effectivement dans les effectifs. Il y a les deux personnes au niveau des emplois aidés sont bien au sein des services techniques. Donc, si je peux pas citer les noms, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, on est dans une collectivité où tout le monde se connaît, donc il n'y a pas forcément de
secret particulier, hein, donc pas du tout d'ailleurs, en toute transparence. Donc si vous me posez des questions sur les emplois qui occupent les fonctions, je peux vous répondre sans hésiter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, moi ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on a fait le bilan de tous les emplois qu'il y avait. On a retrouvé donc un certain nombre de délibérations. Le tableau n'a pas fait l'objet donc de modifications depuis 2014. Il n'y a pas eu non plus de suppression de postes qui peuvent se comprendre par rapport à des agents qui auraient pu partir ou des évolutions de carrière. Et on est en train de travailler sur ce tableau des effectifs. Aujourd'hui, le tableau que vous devez, enfin les chiffres que vous devez retenir, c'est qu'au niveau des effectifs globaux, vous avez 30 agents titulaires à temps complet, 3 agents titulaires à temps non complet. Et à cela s'ajoutent 4 agents contractuels à temps complet et 2 agents contractuels à temps non complet. Voilà. Donc depuis 2014, vous êtes passé de 57 agents à aujourd'hui 39. Y a-t-il d'autres? Merci, monsieur le directeur. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Penn. Pardon, vous venez de nous dire qu'il y avait 30 agents au total. Or, sur le deuxième tableau, je vois qu'il y a 28 agents effectifs pourvus à temps complet et 6 agents à temps non complet. Ça fait donc 34. Pardon, excusez-moi, j'ai pas la dernière version. J'ai la version qui a été envoyée vendredi, j'ai pas la version qui est dans ma pochette aujourd'hui. Je pense que si vous avez des précisions, n'hésitez pas à faire un courrier, me faire un courrier et vous aurez une réponse écrite rédigée par le directeur des services qui a fait ce qu'il a pu pour justement mettre à jour ces tableaux. S'il y a encore des choses imprécises, n'hésitez pas, on reviendra vers vous. Monsieur Paul. Non, simplement, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué de voter avec en ayant des informations aussi différentes entre vendredi et aujourd'hui. Donc nous, on s'abstiendra, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir plutôt des explications plus tôt, même si c'était fait dans l'urgence, le reporter à un conseil ultérieur, c'est pas possible? Non, c'est pas que ça a été fait dans l'urgence, c'est simplement que la personne qui était en charge des ressources humaines a quitté la collectivité récemment. Et que de ce point de vue, pour des questions d'accès à l'information, ça a été moins fluide que s'il avait été là. Et de ce fait, pour respecter la convocation, on vous a envoyé ce qu'on a pu trouver à ce moment-là. Et ensuite, mais il est bien clair que le conseil municipal va délibérer sur la dernière version, et seulement sur cette dernière version. J'ai d'autres questions. Madame Boiry. Donc on se retrouve quand même avec un delta en titulaire entre les postes créés et les effectifs pourvus de 17 postes et sur les non-titulaires de 13, si mes calculs sont bons. Est-ce que sur ce tableau-là, on peut mettre en adéquation les postes créés et les effectifs pourvus? Justement, donc, s'il n'est pas proposé de les mettre en adéquation, c'est justement pour ne pas fermer les postes non pourvus, de manière à ce qu'à être plus réactif si on devait les pourvoir. Ça, c'est volontaire. D'autres questions? Monsieur Paul. Alors là, au niveau des votes, on va voter sur la nomination suite à la réussite du DST adjoint. Et on va voter aussi sur le tableau, ou c'est le même vote, ou comment c'est orchestré puisque ça t'est présenté? Un vote qui sanctionne à la fois la création de poste et la mise à jour du tableau. Bon, alors, si je peux me permettre, on va expliquer notre vote. On s'abstiendra par rapport au tableau parce que les éléments pour nous sont trop diffus. Par contre, on s'oppose absolument pas à la nomination du DST adjoint en DST. Voilà. Très bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant. Il s'agit de la mise à disposition du directeur général des services au centre communal d'action sociale, en l'absence de Madame Cardouat, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Je vais donc présenter rapidement cette délibération. Simplement, l'idée est la suivante.
Précédemment, la directrice générale des services n'était pas mise à disposition au CCAS et donc n'avait pas une autorité directe et n'en assurait pas le bon fonctionnement administratif. C'était pour différentes raisons. Quand nous avons procédé au recrutement du remplaçant de l'ancienne directrice, donc le directeur actuel, M. Constantin, justement, nous avons été particulièrement attentifs au fait qu'il avait une expérience au niveau des CCAS pour qu'il puisse justement lui-même être mis à disposition au CCAS, et c'est ce que je vous propose d'adopter aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Lestrade. Est-ce qu'il est possible de savoir un petit peu les tâches qui vont être incombées donc, à cette nouvelle mise à disposition? Parce que c'est 21 heures par mois. Donc voilà, pour savoir un petit peu quelle est les missions et les rôles dans le cadre du CCAS. Monsieur Constantin, je vous donne la parole. Donc, en fait, c'est plusieurs choses. Donc, tout ce qui concerne donc la politique de ressources humaines, puisqu'aujourd'hui, toutes les évolutions de carrière, la gestion des absences et des congés passent de toute manière par la Direction générale des services. Donc ça, c'est une confirmation de ce qui se passe déjà. Ensuite, toutes les procédures concernant les habitats indignes, donc les problématiques de logement. Donc toutes ces procédures-là sont suivies par le directeur général des services, donc en collaboration avec les services du CCAS. Mais tout ce qui est après procédure, mise en forme, contact et envoi des courriers donc à la préfecture notamment ou au tribunal, donc c'est le directeur général des services qui effectue ces démarches-là. Ensuite, tout ce qui est organisation du conseil d'administration, ça va retomber aussi sur le directeur général des services en collaboration avec les services, comme ce qui se fait pour la mairie d'ailleurs. Voilà. Donc après, le temps horaire qui est indiqué, c'est une estimation et lissée sur l'année. Après, c'est juste une confirmation officielle de ce qui se faisait plus ou moins déjà. Donc il faut savoir qu'un établissement, le CCAS est un établissement public indépendant et que si on veut vraiment rester donc dans l'étroite ligne de la réglementation, il faut faire cette convention de mise à disposition. Sinon, il faut recruter un autre directeur général des services pour le CCAS. Monsieur Lestrade, une autre question. C'est la question par rapport au renouvellement du conseil d'administration du CCAS, puisqu'il doit avoir lieu 2 mois après le renouvellement des élections municipales, et que là, ça fait plus de 2 mois, et aucune information là-dessus, donc qu'est-ce qu'il en est? Alors, il doit avoir lieu 2 mois maximum après la dernière nomination d'un membre du conseil d'administration, donc il aura lieu avant la fin janvier. Parce que la dernière nomination a eu lieu, je crois, le 23 novembre. Donc la première réunion du conseil du Centre communal d'action sociale aura lieu avant le 23 janvier. C'est prévu. Écoutez, ce sont les éléments, Monsieur Lestrade, que je vous réponds là aujourd'hui. Très bien. En tout cas, il pourra... En tout cas, c'est l'interprétation de la loi que m'ont donné les différents services. Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de 2 mois, à l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration du Centre d'action sociale. Très bien, vous l'avez exactement lu. Dès le renouvellement a eu lieu jusqu'au 23 novembre. Puisqu'avant, le conseil d'administration, le CCAS, le conseil d'administration n'était pas entièrement renouvelé. Donc dès son renouvellement, dans un délai de 2 mois. C'est du conseil municipal. Écoutez, en tout cas, moi, c'est l'interprétation que m'ont donné les services. Voilà. Bien. D'autres questions? Non? Très bien. Y a-t-il des oppositions? L'abstention? Point adopté. Je vous remercie. Point suivant, c'est le point numéro 11 sur l'ouverture des crédits d'investissement dans l'attente du BP 2019. Donc, ce qui est traditionnel, je donne la parole à Madame Guillard. En l'absence du vote du budget primitif 2019, il n'est permis à l'ordonnateur d'engager et de liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la mesure où il bénéficie d'une autorisation explicite et préalable du conseil municipal. Donc, je pense que vous avez tous le projet de délibération avec les montants inscrits à la section d'investissement au budget.
dans la limite du quart des crédits inscrits. Donc, le BP, vous avez les postes, le budget primitif 2018, les 25% qui sont autorisés et les propositions d'affectation. Je vous les lis toutes ou... Non, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Madame Boiry. Généralement, ce point fait l'objet d'une discussion en commission des finances. Pouvez-vous me dire quand la commission des finances s'est réunie? Madame Guillard. La commission des finances ne s'est pas réunie sur ce point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Je vais juste vous mentionner une ligne particulière. C'est la ligne 113, réfection église. Il y a 10 000 euros d'affectés, puisque je souhaite faire passer une commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne l'orgue, dont la structure est peut-être défaillante, donc la faire passer en janvier. Donc s'il fallait libérer des crédits dès le début de l'année, nous avons souhaité qu'il y ait 10 000 euros qui soient affectés. C'est une grosse somme pour l'Église, mais voilà pourquoi. Madame Boiry. On peut quand même avoir des éléments complémentaires sur les deux lignes cœur de ville et PNU, avec des montants de 200 000 euros pour le cœur de ville et 120 000 euros pour le PNU. Oui, en ce qui concerne le cœur de ville, c'est sur la tranche, le démarrage de la tranche 4, sur le cœur de ville. Excusez-moi, je n'ai pas entendu l'autre. Le PNU. Ah, le PNU. Alors, le PNU, c'est pareil, c'est aussi démarrage de la phase 4, qui va démarrer ici en tout début d'année et qu'on a budgété de cette manière. Et qui a été travaillé à quelle commission? Que c'est assez attendu, puisque finalement les sommes affectées sont relativement proches de 25% du BP 2018 dans les deux cas. De toute façon, c'est toujours les 25%, c'est par rapport au global. Hein. Donc, que la commission des finances ne soit pas réunie, on a travaillé dans la légalité, c'est-à-dire dans les 25%. Y a-t-il d'autres questions? C'est vous qui dites que la commission des finances ne s'est pas réunie et que vous avez travaillé dans la légalité. Ben oui. Oui, exactement. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Paul. Est-ce que vous avez une idée précise des 10 000 euros affectés aux travaux mairie? Y a-t-il d'autres travaux prévus? Non, c'est plutôt par mesure de sécurité. Voilà. D'autres questions? Pour aller, il était éventuellement prévu de finir de climatiser le premier étage, mais je pense que nous ne le ferons pas cette année. Je continuerai à avoir chaud. Y a-t-il d'autres questions? L'été. Bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, point numéro 12 sur la décision modificative. Et je donne une nouvelle fois la parole à Madame Guillard. Décision modificative numéro 25-218. Il est proposé au conseil municipal de décider des modifications suivantes au budget de la commune pour l'exercice 2018 comme suit. Alors, en termes de dépenses, augmentation des crédits de 10 000 euros sur l'opération 125 bâtiments sportifs, c'est surtout à cause de l'éclairage de la salle de basket, et une augmentation de 20 000 euros sur le matériel équipement pour les services techniques et sur les travaux qu'il y aura aussi au cimetière. Pour cela, il y aura une diminution de crédit de 20 000 euros sur le poste 700 vidéoprotection et sur le poste 900 accessibilité bâtiments communaux de 10 000, ce qui fait un total d'investissement 30 000. Sur notre tableau, on n'a pas de diminution sur accessibilité. On a une DM de 30 000 euros qui concerne 20 000 euros sur 10 000 euros sur 125. Et Monsieur Penn, si vous voulez bien attendre que je vous donne la parole avant d'intervenir. Vous souhaitez prendre la parole? Donc je continue. Et de non, 20 000 euros sur 220. Alors, comme vous pouvez le voir, car je suis sûr que vous savez faire cette soustraction, il aurait dû y avoir marqué 10 000 euros, puisque le total est bien de 30 000 de chaque côté. Est bien de 30 000 euros. Voilà. Et qu'on ne va pas
enlever une somme sur des sommes que l'on recrédite. Je suis sûr que vous auriez pu le comprendre. En tout cas, le document que nous proposons, que nous soumettons ce soir au vote du conseil municipal, prend en diminution de crédit sur la vidéoprotection 20 000 € et 10 000 € sur l'accessibilité bâtiments communaux. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Paul. Moi, j'ai un tableau où il ne figure que 20 000 € de diminution crédit vidéoprotection, 10 000 € bâtiments sportifs et 10 000 € matériel équipement. Mais j'ai pas les 30 000 là. C'est précisément ce que je viens de dire. Le total, la ligne totale, elle est 30 000 de chaque Mais non, colonne. nous on n'a que 20 000. Hein. Enfin, je sais pas, mais comment? Enfin, moi j'ai mis mes lunettes. Hein. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas de chiffre où il y a marqué 30 000. Il y a 10 000, 10 000, ça fait 20 000 et 20 000 en face. Hein. Alors, je suis d'accord, ça s'équilibre, mais moi, j'ai pas de 30 000. C'est simplement ça. Hein. Monsieur Constantin, sur les... Je ne cherche pas à faire de... Non, je comprends bien. Vous savez bien que c'est pas moi qui prépare les pochettes du conseil municipal. Donc, y a-t-il une explication là-dessus, monsieur Constantin? Il s'agit certainement d'une faute de frappe. Donc voilà, j'en excuse les services, je suis désolé. C'est une faute de frappe, je confirme. Bien, donc je vais récapituler cette décision modificative, voilà. Et je vais donc la résumer entièrement. Il s'agit d'une augmentation de crédit de 10 000 € pour la ligne 125 bâtiments sportifs, d'une augmentation de crédit de 20 000 € pour la ligne 220 matériel et équipement, d'une diminution de crédit de 20 000 € sur la ligne 700 vidéoprotection, d'une diminution de crédit de 10 000 € pour la ligne 900 accessibilité bâtiments communaux, ce qui fait au total une diminution de crédit de 30 000 € et une augmentation de crédit de 30 000 € qui s'équilibre. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Boiry. Même question que sur le point 11. Une décision modificative passe en conseil municipal sans que la commission des finances, au préalable, ait pu regarder les tableaux et se prononcer, au moins donner un avis pour éclairer le conseil municipal. Très bien, Madame Boiry. Y a-t-il d'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci à vous. Nouvelle décision modificative sur le budget annexe. Ça, c'est une. Je redonne la parole à Madame Guillard. Alors, le numéro 26 de 2018, budget annexe assainissement. Rémunération de la SOR pour 4 525,94 € qui rentre en recettes et en diminution de crédit. Donc, d'un côté, on a une diminution de crédit dans les dépenses et une diminution de crédit dans les recettes, donc ça s'équilibre. La SOR nous a reversé 4 525,94 € sur un avenant au contrat concession pour les services publics d'eau potable et d'assainissement de 2017. Donc, c'est une rémunération forfaitaire semestrielle des eaux pluviales. Donc, on le rajoute à nos recettes. Il y a des questions? Madame Boiry. C'est uniquement sur le budget annexe assainissement ou sur les deux? Non. Il est marqué en haut, budget annexe assainissement. Il n'y a pas de DM sur le budget annexe eau? Non. Non. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Point numéro 13 maintenant, sur l'attribution des subventions complémentaires aux associations. Je donne la parole à Monsieur Roucaud. Dans la commission mixte sport, finances et associations s'est réunie le 3 décembre dernier. Il a été débattu de 2 points. Le premier, tous les membres de la commission ont débattu et se sont entendus pour que l'année prochaine, lors des demandes de subvention par les assos, tous les dossiers soient complets. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on est embêté. On a des dossiers qui reviennent un peu incomplets, et surtout dans la case des budgets prévisionnels. Donc là, on sera très attentif, on leur fera un courrier rapidement pour les prévenir à l'avance, et que les dossiers soient complets. Ensuite, c'était pour l'attribution, d'attribuer au titre d'exercice 2018 des subventions complémentaires. Donc il y a 23 associations
qui avaient fait des demandes, à qui on donne des subventions. Et lors de la commission, un vote à l'unanimité a clôturé la commission. Voilà. Des questions? Monsieur Paul. Juste une précision par rapport à la commission qui s'est réunie. Nous avons demandé aussi que soient redéfinis les critères d'attribution, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu flou, le nombre de Vicois dans l'association. Donc, faire un peu comme dans les appels d'offres, en quantifiant, en coefficientant, par exemple, le nombre de Vicois, ça peut être un élément, l'intérêt qu'ils apportent à la ville, etc., etc. Donc, on a demandé de réfléchir pour les années à venir afin d'être plus équitable. Voilà. Alors, là-dessus, je vais me permettre de répondre. Les critères sont très clairs et je vais les rappeler. Donc, nous votons en début d'année un ensemble de subventions aux associations à partir d'un budget défini, d'une enveloppe définie, et ensuite dans un montant maximum, qui est valable pour toutes, d'un pourcentage de leur budget. C'est-à-dire que concrètement, on calcule quel est le pourcentage maximum, en fonction de toutes les demandes, des associations qui peut leur être attribué. En général, ça tourne entre 10 et 12% de leur budget. Et ensuite, si une association qui a 10 000 euros de budget annuel a demandé 2 000, ben ça ferait 20%. Et donc là, on coupe au pourcentage retenu. Il n'y a plus de question, c'était simplement en 2014 de nombre de Vicois, parce qu'en réalité, ça rendait les choses très compliquées, même s'il n'y a pas de formule absolument parfaite. Donc ça, c'est la première partie, qui est c'est ce que demandent les associations avec un plafond de verre qui a un pourcentage du budget, d'où la nécessité qu'elles puissent nous donner ces informations. Et ensuite, et c'est là où je pense qu'il est bon d'être un peu plus discrétionnaire pour pouvoir être plus compréhensif, c'est l'enveloppe qui reste, qui est autour de 10 000 euros en tout, qui est distribuée en fonction à la fois de l'investissement de l'association pour animer la commune, voilà, et ensuite en fonction des besoins. Sauf qu'une association, ça a des besoins financiers, dans deux cas, soit quand ça marche très bien, soit quand ça marche pas assez bien. Et donc, en fait, c'est pour ça, parce qu'une association qui aurait sportive, qui aurait, par exemple, des sportifs qui auraient particulièrement bien réussi pendant l'année, ils auraient peut-être eu un déplacement à l'international ou à l'autre bout du pays. Donc, du coup, ça coûte de l'argent. Et là, c'est le succès qui fait que ça coûte plus. Ou de même, une association qui aurait peut-être des coûts fixes, mais un peu moins de licenciés, à ce moment-là, va peut-être besoin d'un soutien supplémentaire. D'où l'idée que pour cette enveloppe, mais qui est quand même assez restreinte par rapport au total des subventions, de pouvoir apprécier de manière un peu plus subjective, mais en toute transparence, parce que vous avez le tableau, on pourra l'expliquer, comment on les répartit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Paul. Il ne s'agissait pas juste du complément des 10 000, hein, c'est sur l'attribution de la... Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par la subvention attribuée en début d'année. Bien, y a-t-il sur ce point des oppositions? Des abstentions? Je vous point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Passons maintenant au projet de délibération numéro 14 sur le plan global de financement du parc naturel urbain. Et je redonne la parole à Madame Guillard. Vous avez le tableau des opérations réalisées, du montant prévisionnel ajusté, 240 000 euros, qui correspond à 100% du budget qui avait été prévu. Donc, il est proposé au conseil municipal de soumettre le projet dans le cadre de la demande de participation de l'État et à la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'année 2018 et autres partenaires institutionnels, donc le conseil départemental, le pôle d'équilibre territorial et rural du Val d'Adour, et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document. Donc vous avez la tranche numéro 3, fonds de dynamisation des communes urbaines, 57 000 euros, DETR 2018, 76 000 euros 200, l'autofinancement, 106 800, et
montant total prévisionnel 190 510. Le montant total prévisionnel ajusté est passé à 240. Merci beaucoup, Madame Guillard, pour cette présentation. En réalité, rien de nouveau sous le soleil. Il s'agit simplement, et sur demande de la préfecture, de regrouper dans une même délibération les deux types de subventions qu'on a pu avoir, le fonds de dynamisation des communes urbaines et la DETR. Voilà. La préfecture veut qu'on ait sur une même délibération les deux pour le plan de financement global. Des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 15. Je relève proposition d'assiette de coupe. Le programme annuel 2019. Je donne la parole à Monsieur Abadi. Oui, alors, ce programme annuel 2019. Les services de l'ONF ont étudié pour la commune le programme d'assiette de coupe forestière pour l'année 2019, à l'appui du document d'aménagement forestier 2010-2030, et en fonction de l'avancée de la régénération des peuplements, des travaux associés et de l'accessibilité des parcelles. Il est ainsi proposé, selon les parcelles, à des opérations de martelage pour vente et affouage, dont ces opérations se dérouleront selon le programme suivant. Donc au Marmajou, la parcelle numéro 6, la proposition de coupe sera pour 2019. Le volume attendu est de 200 mètres cubes et ça sera du bois d'affouage. Au Marmajou, toujours, la parcelle numéro 8, donc année de proposition 2019. Volume attendu 600 mètres cubes, vente de bois sur pied. Et au temps d'arrêt, la parcelle 43, donc année prévisionnelle 2019. Seulement l'année de proposition ne sera qu'en 2023, car elle a déjà bénéficié d'une coupe d'éclaircie en 2015 et il faut attendre 8 ans pour faire une nouvelle coupe. Et là aussi, le volume attendu est de 600 mètres cubes et c'est de la vente de bois sur pied. Merci beaucoup, Monsieur Abadi. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Projet de délibération numéro 16 sur les coupes d'affouagères 2018. La parole est à Monsieur Abadi. Alors, les services de l'Office national des forêts ont étudié le programme d'assiette des coupes affouagères pour 2018. La coupe portera sur le massif du Marmajou, parcelle numéro 4, et le massif de Peyreblanc, parcelle numéro 32. Le nombre de lots sera d'environ d'une soixantaine. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de maintenir le prix du lot évalué à 6 terres à 60 € et de déterminer 3 garants pour s'assurer du bon déroulement de la coupe, donc Monsieur le maire, moi-même et Monsieur Sarraza. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 17. Attribution et résiliation des concessions de cabanes de chasse. Je redonne la parole à Monsieur Abadi. Alors on va commencer par les résiliations. Donc les concessions de cabanes de chasse sont attribuées pour une période de 9 ans. Le conseil municipal, dans sa délibération numéro 13 du 18-12-2009, avait accordé la cabane de chasse numéro 27 située dans le massif de Peyreblanc au bénéfice de M. Édouard Duprat. Ce dernier, par lettre en date du 19-6-2018, demande la résiliation de cette concession au 1-1-2019. Donc, en ce qui concerne les attributions, suite à leur demande déposée en date du 19 juin et du 17 octobre 2018, il est proposé au conseil municipal d'attribuer la concession de cabane de chasse numéro 27, canton de Peyreblanc, à M. Bibobail Michel, et la cabane numéro 22, canton du Marmajou, à M. Baille-Mainviel Didier. Ces concessions sont attribuées pour une période de 9 ans à compter du 1 2019, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 20 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, c'est le point 18. Il s'agit de l'enquête publique concernant le chemin Millet. Et je donne la parole à Madame Chartrain. Oui, le chemin Millet, c'est un chemin d'exploitation dont les références cadastrées sont CE 23. Il est situé au lieu dit Lasmu.
C'est en direction est de Vic et au droit de la route départementale 934 vers la commune de Rabastens. Ce chemin est dans le domaine privé de la commune et dessert des fonds servants agricoles et urbanisés en zone UC pour partie, entraînant l'obligation pour la commune de desservir les réseaux et accès voirie des fonds servants, urbanisés et urbanisables. Afin de modifier les conditions de circulation sur l'emprise à déclasser, il convient de procéder à l'ouverture d'une enquête publique conformément aux dispositions du Code de la voirie routière et du Code des relations entre le public et l'administration. Dans le cadre de l'organisation de cette enquête, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à prescrire par arrêté l'ouverture de l'enquête publique. Cet arrêté procédera en outre à la désignation d'un commissaire enquêteur et précisera l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. Il sera précisé également les lieux et dates de permanence du commissaire enquêteur. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Ah oui, mais oui, alors les propositions d'autoriser, je vous laisse terminer, pardon, parce que certains lisent jusqu'au bout de la vidéo. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la voirie routière, vu le Code des relations entre le public et l'administration, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à organiser par voie d'arrêté l'enquête publique prescrite par les dispositions précitées, de préciser que le Conseil devra se prononcer sur le classement définitif de l'emprise concernée et d'indiquer que la dépense liée à cette procédure sera prise en charge par la commune et inscrite au budget communal. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Boiry. Pouvez-vous nous éclairer sur le coût de la dépense engendrée par cette enquête d'utilité publique sur un petit chemin vicinal? Madame Chartrain. Nous ne connaissons pas le coût à ce jour, mais ça devrait être quelque chose de tout à fait raisonnable. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Paul. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas su trouver dans les documents, mais on a un plan pour localiser On n'en a pas. Ça aurait été bien qu'on l'ait, parce que ça aurait pu permettre aussi de donner un avis. Voilà. Merci. Si vous le souhaitez, on pourra vous communiquer ce plan. Supen. Pour répondre à M. Paul, il s'agit du dernier chemin d'exploitation à la limite de la commune de Vic-en-Bigorre sur la route Rabassens. Y a-t-il d'autres questions? Les oppositions? Les abstentions? Combien d'oppositions? Les abstentions? Merci beaucoup. Point adopté. Point numéro 19. Il s'agit d'une modification simplifiée du PLU dans un contexte particulier et je donne la parole à Madame Chartrain. J'aurai l'occasion éventuellement de compléter. Alors, sur les panneaux photovoltaïques, il y a une règle commune pour toutes les toitures qui est celle-ci. L'utilisation de panneaux photovoltaïques est autorisée sous réserve d'être encastrée à la toiture par opposition à une pose en surplomb et que les cadres supports soient de la même teinte que les panneaux. Cette règle concernant l'installation de ces panneaux photovoltaïques nécessite une modification simplifiée du PLU. Pour faciliter les projets de développement durable et considérant le transfert depuis le 1er janvier 2017 de la compétence élaboration des documents d'urbanisme. Il est donc proposé au Conseil de prendre acte de la demande formulée auprès des services de la communauté de communes à Dourmadiran pour la modification simplifiée du PLU concernant son règlement et en particulier le point concernant les panneaux photovoltaïques.
d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la réalisation de toutes les démarches nécessaires pour obtenir le lancement de cette procédure de modification simplifiée du PLU portant sur son règlement. Merci beaucoup. Monsieur Paul. Je n'ai pas tout compris. Vous pouvez m'expliquer ce dont réellement il s'agit. Actuellement, lorsqu'on veut mettre des panneaux photovoltaïques, on est obligé d'inclure dans la toiture et que le cadre soit la même couleur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on demande là? Eh bien, les personnes qui présentent un dossier avec des panneaux photovoltaïques en surplomb sont refusées. Mais c'était déjà le cas. Non, ce qu'on demande, pardon, je vais être clair là-dessus. Aujourd'hui, le PLU stipule que ne sont autorisés que les panneaux photovoltaïques encastrés dans la toiture et dont le bord est la même couleur que le panneau lui-même. Voilà. Ce que propose cette délibération, c'est la compétence après, c'est la communauté de communes, c'est de permettre d'autoriser que le PLU de la commune autorise l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Voilà, exactement. Monsieur Paul, vous avez une autre question? Oui, une autre question. Donc du coup, quid des permis qui ont été refusés parce que justement ils avaient. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il faut demander aux gens de revenir devant l'instruction avec la nouvelle suite à cette délibération? Alors. Là-dessus, très clairement, je vais réécrire à tous ceux qui ont fait une telle demande et qui ont été refusés. Voilà. Exactement. Ce sera, je vais le dire, puisque c'est moi qui présenterai ce point au conseil communautaire dans 2 jours. Tout simplement, ce qui s'est passé, alors je pense que vous savez que le PLU est quelque chose c'est un document qui est dense, important, et le bureau d'études n'avait pas attiré notre attention sur ce point-là, et effectivement, on a été particulièrement contraignant sur quelque chose où on aurait pu avoir plus de marge de manœuvre. Il se trouve que lors de la maison de santé, le permis de construire de la maison de santé, place Verdun, ne présentait pas de panneaux photovoltaïques. Or, ils ont quand même été installés. Donc malgré nos relances là-dessus, donc 2 possibilités, hein. Soit on maintient le PLU tel qu'il est, et honnêtement, je ne vois pas très bien la motivation d'interdire les panneaux qui sont dessus par rapport aux encastrés. Voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas attiré notre attention. Donc je propose de le modifier. Soit on fait enlever les panneaux qui sont déjà installés sur la maison pluriprofessionnelle de santé. Voilà. Il m'a semblé que c'était plus pertinent de modifier le PLU et de revenir vers ceux qui avaient demandé, qui avaient été refusés, pour justement leur dire que dorénavant, et ça devrait être le cas si c'est voté en conseil communautaire, je pense au début de l'année, mois de fin janvier ou février. Voilà. Monsieur Hérault. Je voudrais intervenir sur le PLUI puisque vous l'avez évoqué. Donc aujourd'hui, la communauté de communes a mis en œuvre l'élaboration du PLUI intercommunautaire. Donc a eu lieu une réunion publique il n'y a pas très longtemps sur Vic où le cabinet a déjà présenté un certain nombre d'orientations, de pistes, on va dire, dont un certain nombre concernent la commune de Vic et à mon sens ne sont pas du tout neutres. Il semblerait qu'il y ait aussi quelques manquements suite à certaines questions qui ont été faites par rapport à cette enquête lors de la réunion publique. J'aimerais savoir ce soir comment la commune de Vic a été déjà intégrée dans les travaux qui sont en préparation. Écoutez, là-dessus, la réponse est claire. Le PLU est encadré par un certain nombre de lois, mais aussi par le SCOT. Le PLU de la commune de Vic est conforme au SCOT. Et donc à ce stade, il a été réalisé en conformité avec le SCOT. Et donc, il est clair que ce que j'ai clairement exposé au président de la communauté des communes, c'est que la réalisation du PLUI n'entame en rien le PLU
de la commune de Vic. Donc c'est-à-dire que la commune de Vic, malgré l'élaboration du PLUI, conserve le PLU que cette assemblée a voté il y a quelque temps. Voilà. Ah ben moi aussi, j'espère vivement que ça sera le cas, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien écoutez, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, c'est le point numéro 20. Il s'agit de délibérer sur l'acquisition d'une licence 4 et je donne la parole à Madame Boson. Suite à la fermeture de l'établissement Le Moderne, la municipalité souhaitant préserver le tissu économique de la commune et permettre le maintien de certains événements et activités commerciales pour un centre-ville attractif et dynamique, il est proposé au conseil municipal de se porter acquéreur de la licence 4 de l'établissement Le Moderne qui permettra de conserver au sein de la commune un outil supplémentaire pour les différentes manifestations et réalisations d'événements communaux. Il s'agit d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie. La propriétaire du bien est Madame Aziza Amraoui et les conditions de cession entre 7 500 et 7 800 hors frais de notaire, ceci étant à la charge de l'acquéreur. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'acquisition d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie au prix de 7 500 € hors frais de notaire, de désigner maître Saint-Pé, notaire à Vic, pour rédiger l'acte notarié et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte notarié ainsi que tous les actes et documents relatifs à ce dossier, d'inscrire les crédits correspondants au chapitre 20 du budget 2018 ou 2019. Merci beaucoup, Madame Boson. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Paul. Donc il s'agit pour la mairie d'acquérir la licence 4 du Moderne. Donc moi je vois pas trop l'intérêt pour une municipalité d'acquérir. Si c'était l'acquérir pour la céder à un autre cafetier, pourquoi pas, mais enfin la mairie c'est quand même pas son boulot que de vendre de l'alcool, voilà. Donc et quant aux manifestations, il y a suffisamment d'établissements sur la commune qui délivrent cette prestation sans pour autant, alors ça fait de la concurrence par rapport aux cafetiers qui, moi je vois vraiment pas l'intérêt. Alors Monsieur Paul, je vais me permettre d'éclairer ce point, plusieurs intérêts. D'abord, effectivement, c'est peut-être pas pour le recéder tout de suite, mais si la commune se porte acquéreur, elle pourra, dans le futur, si quelqu'un souhaite s'installer, le recéder. Donc ça permet aussi que la licence ne parte pas ailleurs. C'est préventif. Deuxièmement, il ne vous a pas échappé qu'on organise chaque année un festival populaire de gastronomie, les Tablés de Vic, et dans lequel, effectivement, il peut être intéressant de disposer d'un certain type de ce type de licence. Voilà, pour différentes raisons. Et troisièmement, c'est aussi une demande de certaines associations qui souhaitent, notamment pour des questions d'assurance, pouvoir en disposer, parce que parfois leur pratique n'est pas tout à fait en total respect avec ce qu'elle devrait être. Donc, pour ces trois raisons-là, et parce que le prix semble tout à fait raisonnable au vu de ce que peut être le coût d'une telle licence, il nous semble opportun d'acquérir dans ces conditions la licence 4. Monsieur Penn. Pouvez-vous m'indiquer s'il s'agit d'une licence transportable ou non? Je donne la parole à Monsieur Constantin. C'est une licence transportable puisque ce n'est pas la dernière licence sur la commune. Donc après, sauf si c'est une mauvaise interprétation de ma part, mais ce n'est pas la dernière licence sur la commune, donc elle est transportable. Y a-t-il d'autres questions?
Les oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. L'ensemble des points de ce conseil municipal a donc été délibéré. Je vais rajouter deux éléments. Un point assez formel, mais qu'il nous faut voter, et ensuite simplement un point pour information. D'abord, je voudrais soumettre au vote de l'Assemblée les indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor chargé de fonction de receveur. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois les indemnités allouées chaque année qui sont calculées selon des arrêtés prédéfinis à M. Marie, le receveur municipal. Là, pour l'exercice 2018, il s'agit de 881,97 €. Des questions sur ce point? Les oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Je vais par ailleurs, puisque j'ai été sollicité par M. Hérault pour faire la lecture de la charte de l'élu local, conclure ce conseil municipal en vous la lisant, puisqu'il n'y a pas eu de questions diverses posées par écrit en amont. Alors, M. Hérault. Écoutez, je me tourne vers le directeur des services. Je serais ravi... Ce sont les questions relatives au local ou oui. Et ma deuxième question concernait le journal Le Vicois. Alors, effectivement, on m'a fait part de ces questions, mais je crois que les services n'avaient pas compris qu'il s'agissait de questions sur lesquelles répondre pendant le conseil municipal. J'ai demandé à ce qu'on fasse des réponses écrites là-dessus, et je lisais justement commencer à lire la charte de l'élu local. Alors, donc de mémoire, et je procéderai ensuite à la lecture de la charte. En ce qui concerne les représentations au niveau du Vicois, donc effectivement, je souhaiterais que justement chaque opposition puisse se constituer de manière officielle en groupe, avec un nom de groupe, avec éventuellement ou pas une étiquette pour ce groupe. Et puis ensuite, à partir, alors non pas du prochain Vicois, car il est déjà terminé, mais le prochain, chaque groupe aura le niveau d'expression qui lui est normalement, enfin qui lui revient. Voilà. Je ne sais pas si ça s'appelle une réponse, mais c'est en tout cas bien évidemment que chaque groupe d'opposition, mais je demande simplement que les groupes se constituent de manière officielle. Voilà. Pour dire que dans le dernier Vicois, je comprends que vous ayez eu la légitimité de présenter votre nouvelle équipe et le nouveau conseil municipal. Dans ce nouveau conseil municipal, il y avait aussi une minorité, donc il aurait été peut-être bien qu'on puisse au moins se présenter. Donc là, vous me dites qu'il y a un deuxième Vicois qui va sortir, qui est déjà apparemment bouclé. Ça veut dire que le deuxième Vicois, suivant les élections, la minorité ne pourra pas encore s'exprimer dans ce deuxième Vicois. Donc je trouve cela regrettable et qu'on soit obligé d'attendre le troisième Vicois pour pouvoir enfin avoir un moment de démocratie. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité. Le moment de démocratie, il y en a plusieurs dans une commune, et en tout cas, je vous remercie de saluer le Vicois dont je suis à l'origine, comme un moment de démocratie, parce qu'effectivement, je pense que ça fait vivre l'actualité de notre commune. Bien, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local, conformément au vœu de M. Hérault. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie, bonsoir à tous, le conseil municipal est clos.